bonjour et bienvenue à tous pour cet instant canopé donc qui sera aujourd'hui consacré particulièrement à la littérature pour tous, donc la littérature accessible. Et pour ça, nous avons parmi nous aujourd'hui 3 personnes qui vont nous présenter la collection sur laquelle on va s'appuyer particulièrement, à savoir la collection Pont des Arts, avec présente ici Amélie Léveillé, donc directrice de la maison d'édition L'Élan Vert et cofondatrice de la collection Pont des Arts. À ses côtés, Chloé Laborde, qui est éditrice de L'Élan Vert. Et puis, à mes côtés, Isabelle Morel, qui est donc une danseuse chorégraphe, enseignante en maternelle et en élémentaire, historienne en histoire de l'art également, et qui travaille en collaboration étroite avec la collection Pont des Arts pour des actions autour de la danse et de la littérature jeunesse. Donc, dans un premier temps, on va donc s'intéresser donc à cette fameuse collection, la collection Pont des Arts, avec la particularité qu'elle a, qui est de croiser à la fois les œuvres d'art et la fiction, et ceci à travers des modalités qui sont très différentes. Donc, je vais laisser la parole très vite à Amélie Léveillé pour justement nous montrer toute la diversité que peut recouvrir cette collection, et notamment dans cette particularité aussi ce que ça va pouvoir apporter à l'accessibilité, à la facilité que ça génère pour que la littérature se rende plus accessible. Eh bien bonjour. Donc la collection Pont des Arts, vous la connaissez bien chez Canopé puisque c'est le fruit d'un partenariat qui a débuté en 2007. C'est une collection d'albums jeunesse, de fiction, qui a pour but premier de sensibiliser les enfants à l'art. Qui dit album jeunesse, album de fiction, donc ce n'est pas une collection de documentaires, c'est vraiment un parti pris de partir sur la fiction, une histoire. Qui dit fiction dit émotion. Tout le secret de cette alchimie Pont des Arts, c'est de faire appel à un auteur et à un illustrateur qui vont s'inspirer d'une œuvre d'art. Voilà, l'auteur va inventer une histoire et nous allons ensuite inviter un illustrateur à reprendre des éléments du tableau et à les insérer dans ces illustrations. Le mieux serait de vous montrer tout simplement un exemple. Ici, par exemple, pour La Grande Vague, nous sommes partis de l'œuvre de La Grande Vague d'Okuzai. L'autrice Véronique Masno est partie d'un conte, plutôt une légende japonaise. Voilà, et nous avons invité un illustrateur, Bruno Pilorget, à dessiner, travailler à la manière d'Okuzai, ce qui donne des illustrations dans l'esprit de cette estampe. Voilà, rien ne diffère d'un album classique, mais lorsque notre lecteur va découvrir l'œuvre d'art, il va se rendre compte, il la connaît déjà, cette œuvre d'art. Elle a été mise en scène dans cette fiction parce que l'illustrateur a repris des couleurs, a repris des indices, et donc tout cela a créé une complicité avec le lecteur. Donc nous avons bien étayé cette collection qui est riche d'une 60aine d'albums aujourd'hui, et nous avons pu travailler sur tous les genres différents. On n'a pas travaillé par ordre chronologique, mais nous avons une petite frise au sein du catalogue L'Élan Vert et du site des éditions L'Élan Vert qui reprend la totalité des albums. La collection Pont des Arts couvre de la période de la préhistoire, de l'art pariétal, voilà, avec la grotte Chauvet jusqu'à nos jours, c'est-à-dire le street art. Donc c'est une collection très riche qui vraiment s'intéresse à tous les arts de l'espace, l'architecture, les arts visuels, tableaux, sculptures, mais aussi la photographie, les estampes. Et puis alors, devant la singularité de cette collection, dont les enseignants se sont appropriés, et nous avons été assez surpris de voir que certains albums étaient vraiment très lus par des tout petits, très étudiés entre guillemets à la maternelle, utilisés en classe, on va dire, et d'autres suivaient les élèves jusqu'en 5e. Ça fait une collection assez riche et disparate. On a regroupé en fait les titres par niveau, par cycle, mais c'est vrai que vous avez beaucoup d'albums qui sont disponibles pour les enfants, on va dire de 3 à 6 ans. Et puis ensuite, on a une deuxième vague d'albums pour les enfants, on va dire de 7 à 9 ans, 10 ans, et des albums aussi qui sont étudiés en 5e pour des artistes comme Jérôme Bosch ou d'autres un petit peu plus costauds. On a travaillé, des fois, l'histoire de l'art rejoint la grande histoire. Donc, on a travaillé aussi autour de Fernand Léger, de la Première Guerre mondiale. Donc, ça a permis de mettre tout ça en rapport. Ce qui est génial, en fait, aussi avec Pont des Arts, c'est que même si on a un carcan, donc une fiction avec la présentation de l'œuvre et sur la garde de fin, une présentation documentaire qui replace l'œuvre dans son contexte, on n'est pas laissé sans rien dans l'album même. Et puis aussi, il y a un fichier pédagogique qui a été créé par Canopé pendant toute la durée du partenariat, et puis après qu'on a recréé nous. Ça donne vraiment à chaque fois
quelque chose de singulier. C'est ce que disait Amélie. On va pas se dire on veut faire tous les albums pour les 3-6 ans. Non, ça va vraiment selon l'artiste et puis selon le moment où il va être étudié. Forcément, en maternelle, on va avoir des affinités avec Matisse, avec Mondrian, avec Klee. Donc, on va avoir ces ouvrages qui vont être pour les plus petits, et puis pour les plus grands, donc Fernand Léger, Première Guerre mondiale, mais aussi, ça nous a donné envie de décliner la collection. Pour les tout petits, voilà, de vous présenter rapidement les formats qui existent. Un des personnages phares de la collection, c'est notre Petit Noun, qui est une sculpture qui est au Louvre, donc sculpture de l'Antiquité égyptienne. Et Petit Noun, étant un personnage vraiment, voilà, très charismatique, il est devenu un peu la mascotte de la collection, très très présent dans les écoles maternelles. Donc nous avons développé les premiers pas au musée, en reprenant donc différents personnages de la collection, notamment ce Petit Noun, mais aussi Antoinette la Rainette de Monet, voilà, pour inviter les enfants aussi toujours à aller au musée ou à visiter les jardins de Giverny. Et puis le Petit Chat de Paul Klee, et le dernier, notre petite sirène du rêve du douanier Rousseau. Donc là, c'est pour la partie maternelle. Et Chloé, vous parlez des collégiens. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, les enfants quittent les albums. Alors, pour pas perdre nos lecteurs et pour toujours garder ce lien donc avec la fiction et surtout avec l'art, la collection Pont des Arts se décline sous forme de carnets, les carnets Pont des Arts. Et le principe varie ici. Il s'agit donc de présenter une quinzaine d'œuvres d'un même artiste. Dans ce carnet, La chanson perdue de Lola Pearl, nous invitons les lecteurs à s'immerger dans l'œuvre d'Hopper. Et cette œuvre est tellement cohérente sur le New York des années 40. On est vraiment dans une ambiance de polar écrit par David E. Kelley. Et nous avons aussi invité un illustrateur, Ronan Badel, pour faire le lien entre le récit et les œuvres. Et donc, ce que nous demandons donc aux auteurs dans cette collection, c'est d'inventer une histoire qui aurait pour principal décor, principale illustration, les œuvres. D'où l'idée de partir sur un seul artiste ou sur une série. Cette collection est très présente dans les collèges et puis élue aussi par tout le public, ados, adultes. Et donc on voit là déjà une première façon en fait de pouvoir s'adapter au lecteur et de pouvoir rentrer dans ce qu'on va donc nommer une littérature plus accessible, à savoir que déjà comment on va penser le format du livre pour pouvoir s'adapter aux personnes qui vont le lire. Donc comme vous nous dites là, les jeunes enfants avec des albums qui vont être plus carrés, puis des livrets qui vont plus être adaptés à une littérature pour les adolescents. Il y a aussi une première entrée à l'accessibilité qui est l'accessibilité à l'œuvre, c'est-à-dire de mettre en fiction une œuvre. Et ce qui est intéressant, effectivement, comme vous le soulignez dans cette collection, c'est que cette entrée-là de la fiction, elle est vraiment pas pensée en termes documentaires, mais vraiment en touchant à l'idée qu'il va y avoir une interprétation, une représentation personnelle, en tout cas, de l'auteur de l'œuvre, pour pouvoir la rendre accessible. Donc, on est là déjà dans une première façon de rentrer dans l'accessibilité à l'art, et puis après dans une autre façon aussi de rentrer à l'accessibilité de la littérature elle-même, en réfléchissant au format et notamment aussi à d'autres types de modalités qui vont même pas être de l'ordre juste du livre, mais aussi des formats numériques parfois qui vont permettre des entrées qui vont être au niveau du son. Vous pourriez aborder cette notion-là pour voir comment ces multimodalités de présentation de la littérature vont nous permettre aussi de la rendre plus diversifiée pour tous. C'était la volonté de décloisonner, voilà, de vouloir pas uniquement faire de l'art visuel, mais aussi de le coupler avec de la musique, parce que à chaque artiste sont associés des courants de musique, et donc on a eu envie de faire des livres audio qui racontaient donc l'histoire attachée à une œuvre picturale, mais en musique. Donc par exemple, ici, avec Céleste et la boîte à musique, on va parler donc de l'opéra de Garnier, donc du plafond Chagall, qui représente en fait beaucoup de compositeurs d'opéra, et le jeu de Pascal Brun, qui s'occupe de toute la conception des Ponts des Arts sonores et donc musicales, c'était d'illustrer musicalement, et il a travaillé avec Véronique Masneau intimement pour que le récit invite des tableaux d'opéra
à l'écoute. Donc on a Carmen, on a la flûte enchantée, on a Beethoven, voilà, et on a tout un jeu, et donc c'est assez génial de le voir prendre vie. Et il y a un flashcode qui permet d'écouter l'histoire, et il y a aussi un choix dans le conteur qui est Michel Villermoz de la Comédie Française, qui va vraiment nous faire goûter les mots d'une façon très théâtrale, et qui va aussi inviter les enfants eux-mêmes à jouer le texte et puis en musique. Donc il va y avoir tout ce croisement, découvrir l'art, un tableau par la musique, aussi donc par les émotions, et ça va vraiment faire sens. Quand c'est le tableau de l'opéra c'est Chagall de l'Opéra de Paris, ça tombe complètement sous le sens. Mais il y avait d'autres biais avec, quand on parlait du grand siècle, on a voulu faire un ouvrage sur le portrait de Louis XIV, Hyacinthe Rigaud, et donc forcément là, c'est Lully qui nous a donné envie. On est dans cette musique-là, et c'est assez chouette dans ce livre-là parce que Cécile Alix, pour l'écrire, a choisi de l'écrire comme une fable, modèle de La Fontaine, avec une moralité, il est en vers. Et tout au long de l'album, on va avoir des clins d'œil donc à Lully, mais aux mousquetaires, à Molière, à La Fontaine. Ça va faire un ouvrage assez complet et assez savoureux, aussi bien dans les images de Sébastien Pelon, qui va reprendre les cas de l'architecture du château, l'intérieur, les jardins. On a des jardins aussi avec le nôtre, auquel on fait un clin d'œil. Le petit clin d'œil à la liberté guidant le peuple, même si c'est un peu plus tard, mais on s'en est pas privé. Voilà, ça va être des ouvrages globaux. Ça va être une fiction qui va en fait ouvrir plein de petites portes après à l'enseignant de les exploiter comme il en a envie. Il y a le fichier pédagogique, mais il y a aussi cette base-là où on ouvre toutes ces petites portes. Et puis c'est un terrain de jeu. Emparez-vous vraiment de ces albums. On a ces clés d'accessibilité, mais à vous aussi de vous en emparer pour leur donner vie, et pour il y a plein d'ateliers qui existent de la part on a énormément de chance, on travaille avec des auteurs et des illustrateurs qui sont beaucoup sur le terrain, qui sont très attachés à la collection et qui proposent à chaque fois des ateliers avec les enseignants. Et puis après, à vous de rebondir aussi, à vous de faire appel à eux. Et puis, il existe aussi d'autres façons de les rendre encore plus vivants, ces livres, dont la danse. D'où la présence aujourd'hui avec nous d'Isabelle Morel, qui, en tant que chorégraphe, participe à la collection Pont des Arts pour donner sens aux mots par le corps, on va dire. Et là, cette fois-ci, en faisant intervenir la danse. Donc, je vous laisse présenter cette façon un peu créative et un peu différente aussi de plonger dans le texte et dans la littérature. Alors, je dois d'abord dire que je collabore pour le moment exclusivement avec Véronique Masneau, donc dont on a présenté plusieurs albums, et parce qu'on est des amies de longue date et on est toutes les deux historiennes de l'art de formation, et on a fait le choix de devenir artiste en fait. Elle d'écrire de la littérature spécifiquement pour les enfants, et moi de chorégraphier et aussi de transmettre beaucoup en maternelle, en élémentaire et même aux adultes, bien sûr. Donc, on a un amour particulier de l'histoire de l'art et comment l'histoire de l'art peut être source d'inspiration. C'est-à-dire comment les œuvres qu'on peut voir ou admirer dans un musée nous donnent à nous envie de devenir créatrice, artiste, et comment transmettre cette passion de la création aux enfants et aux adultes. C'est vraiment notre engagement, c'est de rendre l'art accessible dans le sens où l'art n'est pas juste quelque chose qu'on admire, mais quelque chose qui nous nourrit et qui nous donne à nous-mêmes envie de créer. Donc on a pris ça comme point de départ. On a choisi ensemble des albums où la question du mouvement est synonyme de transformation de la personne, de métamorphose. Donc, je pense que pour les enfants, c'est très important parce qu'être un enfant, c'est grandir tout le temps, et grandir, c'est compliqué, c'est super, mais voilà, il y a beaucoup d'émotions. Et donc, on a, pour le moment, on s'est appuyé sur ces 3 albums de Véronique. Ces 3 œuvres, par exemple, c'est vraiment nos 3 ateliers phares qu'on fait avec des enfants de la maternelle jusqu'à la fin de l'élémentaire, et aussi avec des adultes, puisqu'on donne des ateliers pour les enseignants lors des rencontres avec la GEM. Par exemple, dans ces 2 histoires, il y a beaucoup des questions de tempête. C'est en s'inspirant donc de l'œuvre de Hokusai et puis l'œuvre de Matisse. Donc Véronique a imaginé des moments de transformation. Donc là, d'un petit enfant qui est un enfant adoptif et puis en fait qui se demande qui il est,
Suis-je l'enfant de la vague ou l'enfant de mes parents adoptifs? Et donc, dans cette tempête, il est question de l'identité, c'est-à-dire qui on est, d'où on vient et comment on peut grandir. Donc, c'est des questions très profondes et peut-être c'est pas étonnant pour vous si vous travaillez avec des petits-enfants et que les enfants saisissent très très bien cette question de l'identité, de la transformation. Avec la perruche et la sirène, c'est plutôt quelque chose sur le thème de la rencontre entre le prince des perruches et une sirène perdue, coincée en haut d'un arbre après une tempête. Et donc le prince des perruches, je vous spoil un peu l'histoire, mais en fait il va tomber amoureux de la sirène parce que il veut la sauver, il sait pas comment faire, il est très touché par sa détresse et donc il se transforme en homme-oiseau. Ces questions de transformation, pour moi, danseuse, c'est magnifique puisque c'est le corps qui change de forme et qui change de forme en relation avec les éléments de la nature qui eux-mêmes incarnent les 4 éléments de nos émotions, de notre force, de nos larmes, de nos rires, enfin voilà, tout ce qui habite l'âme des êtres humains. Concrètement, on intervient donc par exemple en classe sur des formats qui peuvent aller de 2 heures d'intervention à 1 an où on vient régulièrement dans la classe, on co-construit un projet avec les enseignants, on amène, plus on attend, plus on va amener les enfants à la création. En fait, je vais vous raconter ce qu'on fait. Je vais prendre un exemple, un atelier par exemple aux AGEM, qui est en fait ce qu'on fait faire aux enfants. C'est 2 heures par exemple avec les instituteurs ou avec les enfants. Véronique lit son histoire et moi j'ai préparé une ambiance musicale parce que ça fait partie de ma formation d'historienne de l'art de savoir dans quel contexte sonore en fait les œuvres ont été créées parce que par exemple Matisse c'est un grand amoureux du jazz donc je vais chercher des musiques de Duke Ellington, je me permets d'aller écouter Miles Davis parce que Miles Davis c'est le tube, c'est Kind of Blue, donc bleu, Matisse, le bleu Matisse. Je m'amuse à créer des ambiances musicales comme ça, qui vont servir à la lecture de Véronique, puisque c'est son texte. Elle lit en tournant les pages, donc les enfants en même temps qu'ils la voient, ils l'écoutent, ils regardent les images. Et c'est très important que la lecture soit en musique et en couleur et en mouvement. Et on demande par exemple aux enfants ou aux adultes de retenir des mots choisis dans cette histoire qu'on va te raconter. Quels sont des mots qui te plaisent plus que les autres? C'est très simple, ça part du cœur. Quand on a fini l'histoire, on va se mettre dans l'espace et moi je vais demander aux enfants quel est ton mot et comment on pourrait inventer le geste de ce mot. Donc on va partir du geste, connaissez tous la pince pouce index, c'est-à-dire tu vois le geste qui renvoie au geste de l'écriture et ce geste il va être répété, amplifié avec les ambiances musicales qu'on a choisies jusqu'à ce qu'on arrive au mouvement dansé dans l'espace. Donc c'est ce qu'on appelle la danse de création, c'est-à-dire c'est l'individu qui danse qui crée son mouvement, mais bien sûr parce qu'on est en groupe, parce qu'il y a le support de l'histoire, de la musique, du mot, du cadre qu'on instaure et d'une écoute un peu particulière. Et donc ça rend la lecture déjà vivante, vraiment, puisqu'on on finit par incarner soi-même cette histoire. C'est comme si on plongeait dans la grande vague soi-même et puis on devient la vague. On devient l'enfant qui est ramené par la vague, on devient le parent, ou on est la sirène qui devient la tempête, qui regarde une perruche, la perruche qui devient amoureuse, la perruche qui se transforme en prince. Enfin voilà, on s'amuse concrètement à incarner cette aventure en fait de transformation. Donc ça rend accessible la danse. Moi ça c'est de mon point de vue de danseuse. Il y a plus de je sais pas danser, je sais danser. Et c'est pas ça la question, c'est comment je revis l'histoire. Donc ça, la danse, elle n'est pas seulement imitée, elle est portée par les mots. Ça rend bien sûr accessible l'œuvre d'art, puisque c'est plus une image extérieure, mais quelque chose dans lequel on va carrément nager, courir, sauter. Sous quel angle vous pourriez voir comment la création elle va participer aussi à la meilleure compréhension de la fiction ou des mots? Comment ça s'accompagne ça? C'est approprié, c'est-à-dire là il y a une compréhension directe puisqu'on demande aux enfants ou aux adultes d'ailleurs. Pour moi il n'y a pas de différence. De même créer. Donc en fait quand on crée forcément on s'approprie, on interprète, on redit les choses avec ses propres mots comme Véronique est rentrée dans cette histoire-là.
Et la création, c'est pas juste réservé aux professionnels de la création. Nous, on essaie de gagner notre vie avec ça, mais tout le monde peut écrire une histoire, tout le monde peut danser, tout le monde peut dessiner. C'est par les effets du monde dans lequel on vit que c'est devenu une activité professionnelle, mais ça devrait être avant tout une activité humaine. C'est ce qu'on a dit pour le conte, compter, danser, écouter. C'est ce que les êtres humains ont toujours fait depuis la nuit des temps, depuis la grotte Chauvet. Oui, et puis l'objet album permet vraiment de toucher les enfants par plusieurs moyens qui sont très très naturels. Bien sûr, il y a la lecture, mais avant de lire, les enfants écoutent les histoires. Donc vous le disiez, c'est vrai que la version enregistrée permet une écoute très très agréable. En plus, la musique permet vraiment cette immersion et puis cette palette d'émotions. Donc, c'est aussi un accompagnement à la compréhension du texte. Regardez déjà les illustrations qui sont magnifiques. Permet de comprendre de quoi il s'agit. Les illustrateurs apportent leur lecture du texte. Donc, et puis, lors de ces ateliers, on relit l'histoire, on va l'incarner, on incarne les émotions à travers la danse. On ne peut pas mieux faire en fait que de passer par le corps. C'est génial d'aller jusqu'au bout de l'expérience, de s'approprier complètement les histoires. Mais on a aussi beaucoup d'autres ateliers d'art plastique et on prend le temps. Pour moi, c'est cette multiplicité des expériences. L'intérêt, c'est de partager cette histoire, l'œuvre de création, tout ce qui est fait autour de cette collection, que ça soit ces ateliers ou les supports qui permettent. On n'a pas parlé des kamishibai, mais c'est vrai que cette expérience aussi de lecture ou d'écoute d'un kamishibai, donc une expérience collective, tous autour d'un petit butail. Alors, je ne sais pas si tout le monde entend bien ce qu'est un kamishibai. Alors, on va peut-être réexpliquer. Une dizaine d'albums de la collection Pont des Arts et déclinés sous forme de kamishibai par les éditions Calicéphale. Et le principe est simple. Les illustrations sont imprimées sur de grandes planches qui sont glissées dans un petit castelet de bois. Et l'idée, c'est de les faire glisser les unes derrière les autres. Le texte est au dos. Le conteur manipule tranquillement les illustrations et peut s'amuser aussi à cacher des choses. Donc, il y a une mise en scène qui est intéressante et ça permet aux enfants d'écouter à plusieurs une histoire. Les kamishibai existent la plupart du temps en 2 langues. Donc ça, c'est encore une autre expérience. Une sorte de petit théâtre en fait, qui permet d'avoir le texte derrière pour le lecteur et la présentation de l'image, du visuel à la personne qui écoute, aux enfants notamment. Votre question était l'accessibilité et c'est vrai que la manière dont on développe cette collection permet vraiment aux enseignants, en fait, il y a plusieurs mains, ou plusieurs moyens. Grâce à la richesse des supports, que ça soit donc le livre ou l'audio, vous parliez des fichiers audio, on a plusieurs collaborateurs, notamment des plateformes audio comme Bokinou ou Monkey, qui se sont emparés aussi de ces histoires pour les proposer aux enfants via ces petites liseuses. C'est encore une autre expérience. Ça, c'est la multiplication des expériences qui est assez intéressante dans cette déclinaison comme ça de la collection. C'est ça. Donc vous avez les supports matériels, mais surtout le plus important, c'est la présence des artistes dans des disciplines complètement différentes mais complémentaires. C'est super riche, Et la présence vraiment incarnée, Quand tu es là et que tu parles de l'histoire, moi je trouve que ça pose l'histoire. Et puis quand après on danse avec toi. La grande vague n'a plus de secret pour nous. Je veux quand même dire que très concrètement, comme on est en binôme avec Véronique, pour moi, le grand bonheur de travailler avec elle, c'est que donc on a écouté son histoire, on a regardé les illustrations qui sont quand même extraordinaires, c'est très haut niveau. Et après avoir dansé, quand on a le temps, on passe à l'écriture et au dessin, puisque Véronique donc écrit et aussi elle-même illustratrice. Donc on a tout un temps où on peut vraiment réaliser des œuvres en classe. Et donc je voudrais parler d'une expérience qui a eu lieu à Mareil-Marly, avec une classe de, si je me trompe pas, de CE1 ou CE2, où toute l'année on a traversé donc beaucoup d'albums de Véronique et dont le thème était l'inspiration. Et donc la question c'est comment l'art nous inspire. Et on a emmené les enfants au musée d'art moderne voir la danse de Matisse et on les a emmenés à la Cité de l'Architecture voir les œuvres du Moyen Âge, puisque Véronique a écrit un album sur les vitraux. Donc on a traversé des époques de l'histoire de l'art et on a vu Kandinsky, qu'on a mis avec la théorie des couleurs au Moyen Âge et puis la théorie des couleurs à l'époque de l'art abstrait.
en lien avec la musique d'Hildegarde de Bingen, qui était quand même une femme incroyable, qui a couvert tous les champs de la connaissance, de la médecine à la musique, à la mystique. Et donc, on a fait tout ça avec ces enfants, en les voyant par exemple une fois par mois tout au long de l'année, avec des moments de sortie et des moments où, avec Véronique, ils ont créé un Leporello. Donc, avec moi, on a créé un spectacle. Dans le spectacle, il y avait des moments de dessin en live où il y avait un groupe d'enfants qui dessinaient et les autres enfants, inspirés par la technique japonaise du dessin d'inspiration, dessinaient les danseurs en mouvement. Et il y avait une exposition, donc avec ce Leporello, c'est un livre accordéon qui est inspiré d'un format de livre asiatique. Et voilà, qui représentait leur cheminement tout au long de l'année entre des choses qu'ils ont apprises, des croquis qu'ils ont fait au musée, des histoires qu'ils ont inventées à partir de ce qu'ils faisaient en atelier avec nous. Et tout ça, bien sûr, était fait en classe aussi sans nous. C'est-à-dire, il y avait des moments avec les livres avec nous, des moments juste la danse et les albums, les moments Véronique Masneau, Isabelle Morel et les albums, et puis beaucoup de temps en classe où les enfants et leurs enseignantes se sont saisis de cette expérience pour faire vraiment un travail à l'année. C'était vraiment un bon modèle en fait de rapport avec cette collection, puisqu'on a travaillé sur 5 ou 6 albums pendant l'année. Et on est allé au musée et nous-mêmes, on a créé un spectacle de danse et une exposition d'art plastique et des poèmes qui ont été mis en musique par un prof de musique. Donc voilà, ça c'était sans limite. C'était très riche. Oui, on voit comment il y a vraiment un lien avec un ensemble éducatif en fait, mise en boucle on va dire, parce qu'on part quand même au départ de la création d'une œuvre d'un artiste qui va être rencontré par une fiction et par des illustrations qui vont éclairer aussi la fiction pour la rendre plus lisible, plus compréhensible, et parallèlement des ateliers aussi de création qui vont permettre aux enfants, aux élèves notamment, parce que c'est dans les écoles que vous intervenez, de par la création rentrer dans le texte, rentrer dans l'œuvre et s'approprier cet ensemble-là en restant dans une cohérence qui est celle de la création. Donc, on parle de l'émotion en fait qui va être le moyen d'accessibilité d'une certaine manière et à l'œuvre et à la fiction et à la littérature jeunesse de manière plus large. Et c'est aussi une volonté, la collection Pont des Arts, vraiment de vulgariser et en fait de désacraliser l'art. Et c'est ça aussi, c'est de rendre vraiment l'œuvre accessible, parce que souvent on a encore beaucoup de progrès à faire dans les scénographies des musées où c'est très silencieux, on n'a pas le droit de toucher. Alors bon, toucher effectivement ce n'est pas possible, mais ça pourrait être plus ludique. Et en fait là, on a une histoire qui va être une porte d'entrée pour une œuvre d'art. Il va y avoir une histoire qui va se créer et ça va permettre en fait aux enfants de vraiment s'amuser avec l'art et puis d'en faire un peu ce qu'ils en ont envie et d'être eux-mêmes après créateurs et de même se raconter des histoires. Voilà, on l'a fait avec quelques œuvres sur la myriade d'œuvres existantes. Et s'autoriser à se raconter des histoires, à sortir les choses de leur contexte. C'est bien de connaître le contexte, c'est évident, mais c'est bien aussi de se laisser la liberté de voir ce que ça peut donner, et donc c'est cette collection d'associer l'art et la fiction, c'est aussi de se donner cette liberté là. Et c'est amusant parce que tout au début de la collection, donc Canopée a vraiment été partenaire. Et quand on a reçu les premières critiques de certains, il y en a qui étaient absolument ravis de cette collection, de cette liberté, et puis d'autres qui étaient plus froids parce que on touchait à quelque chose de sacré, quelque chose. Il faut l'art, c'est le documentaire, c'est par ce biais-là. Peut-être que je suis présomptueuse, mais j'ai vraiment l'impression que Pont des Arts a permis de changer un peu ce regard-là et de rendre les choses plus faciles. Parce que c'est évident pour les enseignants de maternelle de pouvoir jouer autour des univers et des œuvres de grands artistes, mais ça l'est moins pour toutes les autres catégories de la population. Et ça permet, Pont des Arts, et un pas de plus pour dire, mais amusez-vous. Comme disait Isabelle, on est tous artistes. Autant, s'amuser avec et se donner, parce que c'est un vrai enrichissement, déjà pour les autres, parce que partager tout ça, ce sera super, et pour soi, bien sûr. Dernier, pour compléter, Chloé. Donc oui, emmener les enfants au musée. Quand on le fait à plusieurs avec des artistes qui vont nous faire une visite, mais les enseignants emmènent déjà beaucoup les enfants au musée
Pont des Arts est partenaire et mécène des microfolies, qui sont les musées numériques et qui se déploient partout en France. Il y en a 700 actuellement, qui sont le plus souvent dans des bibliothèques, dans des médiathèques, et qui permettent aux classes de voir un immense panel d'œuvres, parce que les plus grands musées de France ont vraiment donné, les œuvres sont mises à disposition du public par le biais donc de ce musée numérique qui se trouve dans les microfolies. Et je vous dis, il y en a 700 en France et l'objectif c'est d'en avoir 1000 très très bientôt. Donc ça pousse partout. Vous avez toutes les informations sur le site de la Villette. Et bien sûr, les œuvres qui sont dans les Ponts des Arts sont accessibles dans les microfolies. C'est très très important parce que quand il n'y a pas le musée tout de suite, quand on n'a pas la possibilité d'aller dans un musée, on peut déjà aller dans une microfolie. Comme le disait Chloé, l'idée c'est bien sûr, on n'a pas besoin d'être diplômé pour ressentir toutes sortes d'émotions en regardant une œuvre, mais c'est bien d'habituer les enfants à voir des œuvres, à se les approprier, à les voir dans les livres et se déplacer, à aller voir une œuvre dans un musée ou dans une microfolie. Et dans les microfolies, vous avez aussi du spectacle vivant, des ballets, des captations de ballets, parce que l'opéra Garnier, l'opéra Bastille a aussi mis en ligne les captations des ballets, des concerts aussi par la Philharmonique de Paris. Donc c'est très très riche, et c'est vrai que quand on n'a pas la possibilité d'avoir des artistes en résidence, tournons-nous vers les microfolies. Et vers la création en général. Oui. La création étant, alors c'était c'est vraiment bien de sortir de la classe, quoi. Je trouve que ça. Bien sûr. De toute façon, de rendre vivant les choses en y allant vraiment, en étant réellement présent aux choses, et en étant réellement présent au texte aussi, en l'incarnant, comme vous dites, vont rendre les mots et les histoires plus compréhensibles. Et il y a un dernier point qui est la fiction, en fait, l'interprétation qui est derrière donnée donc par l'auteur, c'est-à-dire que lui va vraiment se saisir de l'œuvre pour la réinterpréter. Un parti pris. Avec une vision, une interprétation personnelle. Exactement. De la même manière que l'interprétation par la création avec les jeunes enfants ou même les jeunes tout court, parce qu'il est question aussi de faire intervenir pas que des jeunes enfants pour pouvoir créer autour d'un texte et mieux se l'approprier. Il est question aussi d'interprétation, et cette interprétation va faire apparaître souvent tout ce qui peut être de l'ordre du non-dit dans le texte ou des implicites, par exemple. Bien sûr. Et mettre en lumière comme ça des choses qui parfois sont un peu cachées à travers le texte, mais qui vont réapparaître par la création que en font mais complètement. C'est là où, en fait, l'art est magnifique puisqu'il montre tout. On est à nu dans l'art, mais en même temps, il y a une pudeur puisque ce ne sont pas les mots ordinaires, les mots de tous les jours. Par la qualité de la forme, en fait, la beauté des rimes, la grâce d'un mouvement, la mélodie, enfin la forme de l'art, justement, c'est ça qui donne cette pudeur, enfin qui permet l'expression de ce qu'on peut pas dire, justement. C'est ça qui est magnifique dans l'art et dans la pratique artistique, c'est que on sent les choses, on les perçoit, on les dévoile sans pouvoir justement les dire comme ça. Je sais pas si ma réponse est juste. Mais c'est-à-dire qu'on va pouvoir là exprimer justement ce qui parfois paraît compliqué à certains élèves, certains jeunes par les mots, de pouvoir là l'exprimer par le corps, comme peut le faire certains ateliers de l'exprimer par le dessin ou par la création par visuelle. Le mot poétique, en fait, c'est un mot dense. Par exemple, avec Véronique, on fait écrire des haïkus, que ce soit aux petits, aux grands, enfin aux adultes, et justement le haïku, c'est une forme magnifique où on peut mettre tous les sens cachés, puisque c'est des images poétiques qui portent des choses compliquées, exaltantes, difficiles, tristes. Oui, c'est l'art qui permet de le non-dit, je pense, qui permet l'exposition et le fait de partager ces choses qui sont trop dures à dire comme ça. Ou alors qui le partage dans une forme qui permet de continuer à vivre. Enfin, là, je dis vraiment des choses très sérieuses, mais c'est parfois si on raconte les choses sans forme, sans distance, c'est horrible. Et grâce à l'art, donc à la forme, à la beauté, enfin tout ce qu'on sait de l'esthétique, et bien justement ça permet de dire des choses difficiles. Et par exemple dans ces albums, il y a des questions très complexes qui sont abordées, et ça permet de les dire et de se dire que on peut le vivre. Parce que c'est justement, il y a cette beauté qui fait que c'est très dur, mais on continue. C'est tout le bonheur des albums de fiction, en fait. C'est de partager des expériences, au-delà même de la collection Pont des Arts, c'est de vivre d'autres vies. Quand on est lecteur, on n'a pas une vie, mais on en a autant de vies qu'on a de livres, en fait. Donc ça permet en fait de développer son empathie
de peut-être mieux se donner aussi des clés à soi-même de voilà avec à travers ce qu'ont vécu les personnages de comprendre. Et c'est vrai que là avec les albums, c'est pour ça que je pense que c'est important quand même de donner à voir parce qu'on n'est jamais trop vieux pour le beau, donc faut pas se limiter aux albums quand on est petit, autant en profiter voilà quand on est au collège. Je pense qu'il y aurait vraiment des choses à faire même pour les professeurs de collège autour des albums et pas uniquement d'œuvres d'art dans les musées, mais c'est d'avoir toutes ces vies, toutes ces clés pour affronter et vivre demain et s'épanouir demain. Ça me permet un détail, par exemple, Véronique Masseneau, quand elle travaille sur une œuvre, elle travaille beaucoup la biographie des artistes et qu'elle insinue dans son récit. Et je pense que c'est très intéressant de savoir qui est la personne qui a créé l'œuvre et que ça intéresse un peu tout le monde de se demander, tiens, en fait, Hokusai était un enfant qui a été adopté. Donc, Véronique, en ayant fait ses recherches, elle documentaire, a imaginé pourquoi Hokusai, bon après c'est une fiction, hein, elle a projeté sur son histoire à lui l'histoire qu'elle a réécrite. Et ça c'est intéressant, je trouve aussi comment une recherche documentaire en fait, bon donc historique, ça nourrit des expériences de vie, des imaginaires oui, tout à fait. Alors le temps étant maintenant presque à conclure, et je veux déjà demander est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui auraient des questions à poser aux personnes qui sont ici, sachant que c'est l'occasion, quand on peut les recevoir, d'avoir des réponses sur cette association auteur-illustrateur qui peut être intéressante et qui on peut rendre plus compréhensible un texte, hein, l'illustration étant là visuellement un moyen de rentrer dans l'histoire et dans les mots. Alors, les droits d'auteur dans la collection Point des Arts, c'est vrai qu'il y a énormément d'œuvres qui sont présentées et souvent c'est quelque chose qui est compliqué. Alors en fait, l'œuvre appartient au domaine public quand l'artiste est décédé depuis 70 ans. Donc à partir de ces 70 ans, on est libre. En fait, on paye le photographe, mais il n'y a plus de droits moraux. Avant les 70 ans, là c'est une autre affaire. Souvent les artistes sont soit représentés par ce qu'on appelle l'ADAGP, qui regroupe beaucoup d'artistes, ou sinon on va contacter les fondations ou les héritiers des artistes directement. Donc par exemple Picasso a sa fondation, les héritiers Matisse, tout un tas de fondations qui existent et qu'on doit contacter directement. Donc là on travaille main dans la main avec eux, on va leur proposer les crayonnés, ils vont nous dire si ça leur l'histoire déjà, puis le projet, si ça leur convient. Généralement du côté du texte, ça va. Et du côté des illustrateurs, là, c'est plus tendu pour eux. C'est toujours une petite aventure. Alors, il y en a qui vraiment, notamment la Fondation Picasso et puis Matisse, apprécient énormément le travail qui a été fait autour des artistes, autour de Matisse et Picasso. Donc ça, c'est génial de savoir qu'en plus, on est adoubé par les héritiers. Et puis des fois, on doit opérer quelques petits changements. Et puis, il y a cette société écran, la DAGP, qui gère les droits des auteurs. Donc, on soumet à la DAGP. La DAGP contacte, eux, on les contacte et soumettent. Par exemple, pour Dubuffet ou Basquiat, on soumet à la personne et la personne va dire oui, non, faut changer ça. Après, on va nous redonner les éléments à modifier. Donc, ça va être une petite gymnastique un peu plus compliquée quand c'est des artistes dans le domaine privé. Mais ça se fait. Puis bien sûr, le nerf de la guerre, l'argent, comme d'habitude, qui va faire que parfois c'est raisonnable. Et puis des fois, ça l'est absolument pas, et donc le projet ne peut pas voir le jour parce que les artistes sont trop gourmands. Il y a aussi quelque chose moi qui me peine beaucoup. J'ai l'impression que autant les artistes masculins ont des fondations et des gens qui sont réactifs, mais les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, on avait voulu pour un ouvrage de recueil où on avait un tableau de Sonia Delaunay. Sonia Delaunay, personne ne la défend, n'a pas réussi à trouver, donc on a dû aller chez Robert, alors qu'on voulait Sonia. Mais donc c'était un peu rageant. Pour Frida Kahlo aussi, ça a été complètement repris par quelque chose de mercantile. Même la famille est un peu déprimée par la façon dont ça s'est passé. Mais maintenant, Frida est dans le domaine public depuis cette année. Donc ça, c'est très chouette. Donc voilà, c'est une petite aventure à chaque fois. C'est comme chacun des albums, c'est la surprise. Voilà.
Concernant la musique, il faut que le compositeur soit décédé depuis 70 ans et puis aussi que les interprètes, là aussi, c'est Pascal Brun qui est plus au fait que moi, mais je crois que c'est 59, il y a des droits d'enregistrement, donc il essaie en fait, pour nos ponts des arts, on a des enregistrements qui sont libres de droit pour la plupart, ou sinon en fait il y a une société là qui s'appelle la SACEM à qui on soumet la liste des enregistrements et des musiques prises. Ils nous répondent oui, là c'est bon, ou là faut passer par la caisse. Donc on a les deux cas de figure, c'est le même traitement, c'est juste pas la même société qui gère les droits des artistes visuels et des compositeurs, interprètes. Oui, parce que c'est vrai que pour la sonorisation, j'avais eu la chance de rencontrer Pascal Brun. Donc il expliquait, parce que moi j'ai découvert à cette occasion-là, que les musiques utilisées en fait étaient des musiques qui c'est justement des choix de compositeurs en lien avec les histoires souvent ou avec l'époque, en tout cas qui correspondaient à un contexte qui était vraiment choisi de manière très pertinente par rapport à ce qui était présenté comme œuvre et par rapport à l'histoire, etc. Et que souvent c'est des musiques qui sont des musiques assez anciennes, en tout cas qui souvent sont tombées dans le domaine public. Ce ne sont pas des créations faites à l'occasion de ces livres. Ce sont encore une fois une adaptation en fait musicale pour qui est choisie comme telle. Parce que l'idée est de faire aussi découvrir aux enfants le patrimoine de la musique classique via les ponts des arts. Donc pour les livres audio, on associe une œuvre d'art visuel ou un lieu même, donc tableau, sculpture, et puis l'univers d'un artiste comme je pense à l'atelier de Rosa Bonheur, qui avait un portrait de Beethoven dans son atelier. Et là, Pascal a décidé d'illustrer cette histoire par des extraits d'œuvres de Beethoven. Mais sinon, pour d'autres œuvres, Pascal va chercher le compositeur ou l'extrait qui est en lien. Alors, soit les artistes sont connus, ils ont travaillé sur la même thématique, donc c'est toujours très recherché. Mais en effet, c'est toujours compliqué pour nous. Ce sont des albums qui sont très riches et qui, en effet, ça a des conséquences, notamment financières. C'est-à-dire qu'il faut trouver les budgets pour réussir cette petite prouesse, parce que, comme vous l'avez compris, on a énormément de collaborateurs et de factures, un budget très riche, on va dire, voilà, pour le dire. C'est justement tout le génie de Pascal Brun, comme c'est le génie des auteurs de cette collection-là, c'est de faire comme si ça avait été écrit pour. Voilà, ça devient naturel. On se dit, oh, Hokusai est vachement sympa. Il a illustré 15 estampes pour notre roman, mais il est bien sympa. Et là, c'est la même chose pour Pascal, qui a été chercher des extraits musicaux. Et quand vous pourrez les écouter, vous verrez que on se dit, il est sympa, Beethoven. Voilà. C'est vrai qu'il appelle son travail, il qualifie son travail de BOL, la bande originale du livre, parce qu'il y a ces extraits qui sont vraiment tout en lien, et des bruitages, et puis la voix, le conteur. Donc, et ça forme vraiment la BOL du livre. On est très fiers de ce concept-là. Et comment on fait pour retrouver alors nos livres audio? Oui. Eh bien, dans toutes les bonnes librairies, notamment celle La Lib de Canopée, mais aussi donc sur le site internet des éditions L'Élan Vert. Et donc vous verrez les livres audio, et puis sinon sur les livres audio vous avez un petit picto qui est très discret, qui indique qu'il s'agit d'un livre audio, et ce qui signifie que sur la première page vous allez trouver un flashcode qui va vous permettre de télécharger gratuitement la musique, et vous aurez le plaisir d'écouter la voix de Michel Villermoz, et puis voilà, et d'avoir des extraits de Beethoven, Mozart, Stravinsky, Bizet, Ravel, voilà, dans ce très beau Céleste. Comme il y en a que 7, je me permets de les donner. On va faire travailler sa mémoire. Alors, Amélie, hein. Donc il y a Céleste et la boîte à musique, donc avec tous les compositeurs, quoi. Pas tous, mais pas mal de compositeurs qui sont inscrits sur l'Opéra Garnier. On a Rosa Bonheur avec L'Arbre au Lion et Beethoven. On a La Petite Danseuse avec Tchaïkovski. 4 saisons Circus avec les 4 saisons d'Archimboldo et les 4 saisons de Vivaldi. Le Musée Delacroix avec les influences mauresques de Delacroix et l'Algérie. Là, on a Camille Saint-Saëns qui, lui, c'était pour le Maroc, de la musique avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la musique classique ordinaire. Donc ça nous fait voyager. Le Moucheron qui voulait être roi, donc avec Lully. Puis Gabriel Fauré, là, c'était le Monet, les arbres de Noël, et Monet. Et puis, ça va s'enrichir petit à petit.
Mais c'est vrai que c'est des projets qui sont tout de suite beaucoup plus conséquents. Merci en tout cas pour ces présentations. Merci à vous. Je vous ai